J'aimerais commencer, donc approche biopsychosociale, santé orale, colloque de santé publique, c'est une vision collective de la santé, mais j'aimerais insister pour mes deux premières diapos sur l'importance d'une cohérence entre les différents niveaux de la prise en soin des patients. On parle aujourd'hui de niveau microsystémique, la relation de soins au cabinet dentaire, mésosystémique, l'organisation d'un cabinet, d'une structure, d'un hôpital, au sein d'un quartier, d'une ville ou d'une campagne. Et ensuite, l'abord macrosystémique, les politiques de santé publique, les programmes, etc. Et donc l'important aujourd'hui, c'est d'avoir une cohérence entre tous ces niveaux pour bénéficier au mieux à la santé des patients. Et donc, je commence ma présentation sur qu'est-ce qu'on veut en termes de relation de soins, parce que va découler de cette relation de soins recherchée et assumée, dans le cadre d'une approche biopsychosociale, toute la cohérence ensuite dans les différents niveaux. Et donc, l'approche centrée sur la personne en médecine bucco-dentaire, il y a plusieurs équipes au monde qui travaillent dessus, mais grosso modo, c'est prendre des décisions d'une façon structurée avec nos patients. Structurée, ça veut dire comprendre nos patients, converser avec eux dans leur récit de vie, dans leur expérience, dans le temps, pour ensuite envisager avec eux des prises de décision. On parle de co-décision, on parle beaucoup de co aujourd'hui, mais la co-décision dans le soin. Je donne un exemple, un patient qui vient pour une pulpite irréversible et qui a à côté de ça des encombrements dentomaxillaires, des encombrements dentaires, des disharmonies dentomaxillaires. Au moment de la prise en charge de l'urgence, on ne va pas forcément focaliser sur le traitement orthodontique si ce n'est pas un besoin exprimé. Donc on fait tous au quotidien des co-décisions, c'est-à-dire des filtrations de diagnostic, et il est important de les assumer. Pour ensuite co-intervenir, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans une société où le patient veut être pris en charge à son rythme. Alors on peut pas, mais en tout cas on en discute et on voit quelles modalités on met en place pour nos patients. Je pourrais parler très longtemps dans la diapo suivante, mais je vais la synthétiser. Nos recherches ont montré qu'une consultation dentaire, elle est bonne, elle est efficace, elle est fonctionnelle quand elle est structurée en 5 grandes parties. Une partie qu'on n'appelle plus anamnèse dans une approche biopsychosociale, mais une connexion où on va converser avec le patient et au stade de ce temps initial, essayer de le comprendre en validant tout ce qu'il dit, même s'il dit j'ai des caries à cause des extraterrestres. À ce moment-là, on n'a pas encore regardé dans sa bouche, mais on va le comprendre. Ça ne veut pas dire adhérer à sa vision, mais en tout cas, ça va nous permettre ensuite d'avoir les bons leviers pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait quand on sera dans la phase de codécision. Donc, on se connecte avec le patient. Et ensuite, on décline tout ce qu'on sait faire, l'examen bucco-dentaire à proprement parler, avec les signes dits objectifs, où on va donc examiner, faire des examens complémentaires, etc. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Ok. J'ai switché. On va ensuite échanger avec le patient sur ce qu'on a vu. En ayant compris son parcours de vie, on va pouvoir décider de filtrer ce qui est important pour lui par rapport à son ou ses motifs de consultation, pour ensuite co-décider avec lui et intervenir. L'ensemble des références que je mets, il y aura un QR code à la fin de ma présentation pour que vous ayez accès aux articles complets de tout ce que je cite dans cette présentation. Le premier point donc, sur lequel je voulais insister, c'est sur l'aspect clinique, profondément humain de notre profession de chirurgien-dentiste. Et le second, quand on va réfléchir à des niveaux méso- et macrosystémiques, c'est de toujours considérer la science, et en tant qu'universitaire, c'est vraiment très important, comme guide dans nos travaux et dans nos implémentations. Et la science aujourd'hui, elle est encore très influencée par la pensée cartésienne, donc française, on peut en être fier. Descartes a ensuite été relayé par des philosophes, Spinoza, etc. Mais Descartes a décrit les 4 préceptes du discours de la méthode. J'attire votre attention sur le fait que ça date du XVIIe siècle, 1637, et que les 4 préceptes que l'on entend encore beaucoup dans la pensée scientifique aujourd'hui sont les préceptes d'évidence, 2 + 2 = 4. Le égal, c'est évidence. Evidence-based medicine, ça vient de ce précepte-là, c'est une continuité cartésienne. Associé au réductionnisme, j'ai un problème complexe, je vais le saucissonner en problème plus simple pour essayer de comprendre d'où vient ce problème de santé, par exemple.
Causalisme, je vais considérer qu'il y a toujours une relation de cause à effet à partir du moment où j'ai une lentille assez petite et où j'ai assez regardé en détail pour pouvoir apprécier le phénomène. Et ensuite, une exhaustivité. Il y a ce mythe cartésien profondément déterministe. Si je comprends, si j'ai la data de tout le monde qui nous entoure, alors je vais pouvoir prédire. C'est très en vogue aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et on constate beaucoup de scientifiques qui pensent à ce mythe-là, c'est-à-dire on va pouvoir prédire tous les risques. On va pouvoir donc, il faut œuvrer pour encore mieux les prédire et pour encore mieux soigner. C'est très discutable parce que c'est insuffisant souvent par rapport à la complexité du monde, je vais y venir dans un instant. Aujourd'hui, le modèle biomédical, je ne le critique pas plus que ça. Par contre, il est devenu insuffisant si on vise à étudier les choses dans la complexité du monde. Le modèle biomédical, si je reviens sur la carie dentaire, il nous a permis aujourd'hui de comprendre que c'est multifactoriel. Vous savez, le schéma de Case, on a le pH, les bactéries et des lésions carieuses qui apparaissent. Et puis, à coup de petites ou de grandes recherches épidémiologiques, mais en tout cas très focalisées, on a toute une liste de facteurs de risque, des centaines, ou des facteurs de protection qui vont interagir de façon complexe. Et donc, on va avoir la qualité de l'émail, on va avoir des caractéristiques sociodémographiques, la prise de fluor, les rendez-vous de prévention, et tout ça va s'intriquer de façon très complexe et imprédictible à l'échelle individuelle. C'est le point de vue que défend l'approche biopsychosociale. Et donc aujourd'hui, ce qui est le plus enseigné et ce qui est le plus reconnu par le monde de la recherche, c'est ce schéma de Selwitz dans le Lancet, cité des milliers de fois, où on comprend la maladie carieuse comme une maladie multifactorielle. Donc bravo au modèle biomédical de nous avoir fait comprendre ceci. Mais la pensée scientifique, en parallèle, a elle aussi évolué ces derniers siècles. Et à côté de la pensée cartésienne, les courants philosophiques du constructivisme et la pensée systémique a eu son essor au début du XXe siècle et on a un théoricien qui a élaboré la théorie générale des systèmes, von Bertalanffy, en 1937, remarquez les 300 ans d'écart, qui a abouti, cette pensée théorique, avec d'ailleurs encore une fois des Français, Georges Canguilhem, Edgar Morin, à l'élaboration de pensées complexes en sciences. Ça a donné directement, j'en parle parce que c'est le sujet de ma présentation, ça a donné directement, fin des années 70, la théorisation du modèle biopsychosocial. Vous voyez, dans ce modèle biopsychosocial, on considère la santé comme un continuum entre les atomes qui nous constituent, qui créent des cellules, des tissus, des organes, une personne qui vit en couple ou en famille dans une société et qui est dans un environnement qui peut d'ailleurs être plus ou moins pollué et donc impacter directement à la santé. Vous allez me dire peut-être que oui, mais le modèle biomédical aussi. Regardez ces enchevêtrements des trois cercles du cercle de Selwitz. Oui, sauf que dans le modèle biopsychosocial est assumé les boucles d'interaction, des rétroactions négatives, les boucles de causalité entre chacun des niveaux. Un enfant a des caries parce qu'il a des bactéries cariogènes, parce qu'il n'a peut-être pas assez d'apport fluoré, et peut-être aussi parce qu'il y a un distributeur de soda dans son collège. Et peut-être aussi parce que, à la récré, ça fait bien d'avoir sa petite canette de coca. Et donc, tout ça va s'enchevêtrer de façon à expliquer son état de santé. La différence entre l'approche biopsychosociale et biomédicale, c'est que dans l'approche biopsychosociale, on va complètement assumer cette complexité et aller la rechercher à l'échelle individuelle. Ça va donc mettre moins d'emphase à l'évaluation d'un risque carieux algorithmique, mais plus d'emphase à la curiosité du patient et à ce que la conversation initiale va pouvoir donner. Et en dentisterie, on a conçu un modèle biopsychosocial adapté au monde dentaire, parce que le monde dentaire est quand même très particulier dans le champ de la santé. Et vous retrouvez dans le modèle Montréal-Toulouse qu'on a publié il y a quelques années, ces trois niveaux de compréhension, de décision et d'intervention, avec cette cohérence dont je parlais en introduction, au niveau mésosystémique,
à l'échelle d'un cabinet dentaire, comment je m'organise pour comprendre ma patientèle. Quels sont les besoins de ma patientèle dans le lieu d'exercice où je suis situé. Donc on va essayer de comprendre, c'est là qu'il nous faut de la donnée régionale, de la donnée territoriale, pour ensuite décider de comment j'organise mon mésosystème, mon cabinet, mon hôpital, pour pouvoir répondre à ces besoins des personnes qui habitent autour de moi, pour ensuite adapter mes interventions à ces besoins-là. Et exactement le même transfert de réflexion peut se projeter au niveau macrosystémique des programmes de santé publique pour lesquels on est réunis aujourd'hui. C'est là qu'il nous faut des données épidémiologiques pour comprendre les besoins de la population. Et donc je parlais de pensée systémique. Il y a un nouveau discours de la méthode, pas si nouveau que ça, il date de plusieurs décennies, mais encore une fois un Français. Donc je pense que nous, Français, dans le champ de la santé et dans le champ bucco-dentaire, on peut être assez créatifs. On a une légitimité historique à cela, où on a 4 préceptes qui vont non pas s'opposer aux 4 préceptes cartésiens. La pensée cartésienne est scientifique, il ne s'agit pas de la dénigrer. Il y a eu la majorité des progrès de santé sont liés aux recherches focalisées sur des maladies, mais où on va essayer de voir les choses sur des aspects différents, englobant, j'ai envie de dire, avec la notion de pertinence, de globalisme, considérer qu'une maladie est une manifestation qui apparaît dans un corps qui est lui-même situé au sein d'une famille. Et donc une téléologie, pourquoi on étudie les questions qu'on étudie, et une agrégativité, c'est-à-dire faire le deuil de la pensée selon laquelle le monde est déterminé. Alors c'est un point de vue, on n'est pas obligé de l'adopter, mais étant donné que la matière qui nous constitue est elle-même non déterminée, on ne peut pas observer exactement ce qui nous constitue en termes subatomiques, eh bien il faut peut-être faire le deuil de cet espoir du déterminisme absolu et donc de la prédictibilité des maladies. Je vais maintenant essayer d'appliquer cette pensée systémique au thème du colloque d'aujourd'hui. Si je prends les 4 notions, génération Sankari, tous acteurs dans nos cabinets. Vous en avez déjà parlé ce matin, ça a été évoqué par plusieurs des intervenants. La génération, on peut questionner avec la notion de pertinence quelle est l'intention de se focaliser sur les générations futures. Alors on le comprend bien, les générations futures, c'est les êtres humains de demain. Mais n'oublions pas, quand on fait cette focalisation-là, les générations actuelles et les personnes âgées. Sankari, quand on parle de génération Sankari, il faut garder en tête qu'on fait une focalisation de maladie. Or, le précepte de globalisme de l'approche systémique permet de toujours garder en tête que ce qui importe, ce n'est pas que les gens n'aient pas de carie, c'est que les gens soient en bonne santé. La nuance est importante. On a aujourd'hui dans les facultés dentaires des étudiants qui viennent nous voir dans les consultations en disant « J'ai un patient, il est en bonne santé, voici sa radio panoramique. » Radio panoramique avec que des restes radiculaires, des infections périapicales. Non, ce patient n'est pas en bonne santé. Ce patient a des besoins de santé. Et donc, sans carie, d'accord, mais en santé, évalué sur une échelle personnelle. Tous acteurs, on peut aussi, avec le précepte du comportement de l'objet, se questionner sur qui est ce tous. On va fédérer les chirurgiens dentistes, mais les assistants dentaires, les équipes, les prothésistes, les instituteurs, les infirmiers, ça a été évoqué ce matin. Et tous acteurs, c'est vraiment tous acteurs, mais tous acteurs pour la santé. Et l'agrégativité, le précepte, là, a une application encore une fois très pratique aux différents niveaux. Tous acteurs dans nos cabinets, à l'hôpital, dans les écoles, ce que fait l'UFSBD depuis très longtemps, dans les collèges, dans les lycées, dans les lieux de sport, de culture, etc. On a toute une société, en fait, à œuvrer pour la santé. Et c'est là qu'on est souvent en confrontation, nous, le monde du soin, avec le monde industriel, qui nous pousse à manger mal, à acheter des plateaux techniques très élevés pour ensuite ne pas avoir d'autre choix que de sélectionner la patientèle. Et donc, c'est un effort sociétal. J'applique aussi la pensée systémique à ma propre présentation. Approche biopsychosociale de la santé orale. Santé orale, pendant longtemps,
j'ai pensé qu'il fallait plus que j'adopte ce terme, ou santé bucco-dentaire, puisque je dis que dans une approche biopsychosociale, ce qui compte, c'est la santé. J'ai récemment fait une recherche historique épistémologique où, en fait, de manière très émouvante et intéressante, il est apparu qu'il y a 4 santés qui sont référencées dans l'arborescence MESH et reconnues par l'OMS, qui sont des santés profondément biopsychosociales. C'est la santé orale, la santé mentale, la santé reproductive et la santé sexuelle. Parce que à chaque fois qu'on regarde notre facette du métier de chirurgien-dentiste, on se confronte à la douleur, on se confronte aux fonctions psychosociales d'édentement des dents antérieures, et ça explique même l'autarcie et l'indépendance de notre profession de chirurgien-dentiste par rapport à la profession médicale. On dit toujours, c'est pour des raisons historiques. Mais les raisons historiques profondes, c'est que s'occuper de la douleur, s'occuper de la réhabilitation d'un aspect facial, eh bien ça va prendre en compte des composantes profondément psychosociales. Donc la légitimation même de notre profession est biopsychosociale. Donc on a le droit de parler de santé orale si on en parle selon un prisme systémique, si on a derrière la tête que la santé orale, elle est biopsychosociale. Et donc le focus sur les jeunes et la famille, je ne vais pas m'y attarder très longtemps parce que le focus, il est sur l'individu avec une cohérence entre les micro, méso et macrosystèmes. On parle aussi beaucoup de la dichotomie prévention et traitement, qui est une dichotomie très alignée avec la pensée cartésienne. Si on est en pensée systémique, on ne va donc plus parler de prévention de maladies, parce que dès lors qu'on parle de prévention et de traitement, à part pour la prévention primordiale, mais il faut bien dire qu'elle est bien souvent oubliée de nos discours, on prévient quoi? On prévient des maladies, on traite des maladies. Et donc en approche systémique, on va plutôt avoir la réflexion de se baser sur des flux. Quels sont les flux qui nous intéressent en santé bucco-dentaire? Un flux très pertinent, c'est le besoin de soins, qui est alimenté par des flux entrants. Un flux entrant de besoin de soins, c'est une mauvaise alimentation, pas assez d'apport fluoré, et tous les centaines de facteurs de risque qui ont pu être décrits. Et n'oublions pas dans les facteurs de risque des facteurs intrinsèques, de mauvaise qualité d'émail par exemple. N'oublions pas ça. Il y a des patients qui auront des lésions carieuses parce qu'ils auront des fragilités intrinsèques. Donc on a un ensemble de flux entrants et un ensemble de flux sortants. Les flux sortants, c'est les dentistes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce besoin de soins. C'est les dentistes et puis c'est tous les acteurs qui peuvent tourner autour de la santé orale. Quelques exemples. Le sucre. Le sucre, oui, on mange mal, on mange moins bien qu'avant. On a des injonctions paradoxales à brossez-vous les dents, mangez mieux, alimentation, les fruits et légumes par jour, etc. Et à côté de ça, dans notre société, il est parfois plus facile de boire du soda que de boire de l'eau. La junk food est moins chère et ça explique en partie les disparités socio-économiques. Et puis, quand c'est plus que le seul plaisir que de manger sucré, on mange sucré. Et c'est pas en allant chez le dentiste tous les ans que forcément on mangera moins sucré. On est dans cette société-là et on n'est pas la veille de la veille de la veille de mieux manger. Donc limiter le sucre, ça va avoir des implications sur la santé dans toutes les politiques. C'est important les taxes soda, très bien. Mais aussi, comme il a été évoqué ce matin, élaborer des recherches pour comprendre notre société, comprendre pourquoi on mange autant de sucre et quelles pourraient être les alternatives. Mais on aura toujours, je pense, malheureusement, des problèmes carieux et les chirurgiens dentistes seront importants. Si on imagine qu'on peut remplacer le sucre par d'autres substances, il y aura des recherches épidémiologiques qui montreront que ces substances ont aussi des dangers. Il y en a déjà. Donc on arrivera, je ne pense pas, ou en tout cas, je ne pense pas qu'il faille absolument mettre un espoir sur la disparition de la maladie carieuse. En tout cas, aller dans la démarche de cette disparition est quand même quelque chose qui est fondamental.
Autre exemple, et je pense le plus important en ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'incitation à la consultation. En fait, l'accès aux soins bucco-dentaires pour réduire ce fameux flux de besoins de soins. On parle de démographie professionnelle souvent. Il n'y a pas assez de dentistes dans les territoires. Ok, peut-être que mieux les répartir est un bon point d'action. Peut-être qu'un autre levier sur lequel on peut agir de façon macrosystémique, c'est que font ces chirurgiens dentistes en termes d'offres de soins. On a de plus en plus des pratiques orientées, avec des plateaux techniques élevés, qui rendent moins nobles, moins rémunérateurs, ce qu'on peut appeler comme les soins primaires dentaires. Si je fais fi de la dichotomie prévention-traitement, je ne sais pas vraiment ce que c'est, moi, la prévention bucco-dentaire. Je suis universitaire dans la sous-section de prévention épidémiologie, mais j'ai bien du mal à dire que poser un vernis fluoré ou faire des cylindres, ce n'est pas du traitement. Que donner des conseils, c'est de la prévention ou du traitement. Je ne sais pas, c'est aussi un traitement de de donner des conseils alimentaires. Donc plutôt que de dichotomiser et de se réfugier un peu dans « on ne fait pas assez de prévention », peut-être on pourrait évaluer comment on permet un meilleur accès de la population dans les centres de soins dentaires. Centres de soins dentaires pris au sens très large. On pourrait envisager, par exemple, une bien meilleure organisation de la prise en charge de l'urgence, notamment en France. La prise en charge de l'urgence, un humain est fait de telle manière qu'aller tous les ans faire un examen dit de prévention pour les dents, pour les yeux, pour les pieds, c'est compliqué. Il est humain de ne consulter un soignant que lorsqu'on a mal. Il faut favoriser bien sûr les comportements de prévention tels qu'on les comprend quand même dans la vie de tous les jours, mais l'urgence est souvent un premier pas important pour accéder à des soins. Et ensuite, le patient qui a subi une consultation d'urgence sera certainement en bon état d'esprit pour recevoir les conseils sur des suivis ensuite. Donc l'organisation des soins d'urgence est quelque chose d'absolument fondamental pour permettre des suivis améliorés. Moi, je travaille dans un service d'urgence dentaire au centre-ville de Toulouse et je vois deux jours par semaine des patients qui se déplacent de plusieurs centaines de kilomètres pour des problèmes pulpaires et qui s'explique par des territoires qui sont désertifiés et aussi par une offre de soins de certains chirurgiens dentistes qui ne prennent plus en charge les patients d'urgence qui ne sont pas des patients de leur cabinet. Enfin, je terminerai avec des perspectives sur l'échelle macro et j'aimerais insister sur ce point. Il y a des recherches en cybernétique, en approche systémique qui nous guident sur comment on réfléchit à la gouvernance de la santé. L'important est de raisonner la santé sur l'interprofessionnel. On en a parlé déjà ce matin. Mais quelles sont les priorités pour que les gens soient en meilleure santé, dans la santé la plus convenable, pour œuvrer vers une meilleure santé? Et alors, on a une boucle cybernétique très classique en approche systémique où on va fixer des priorités. Mais fixer les priorités, ce n'est pas entre nous dentistes, là. Parce qu'on va bien avoir du mal si on reste en approche cartésienne à fixer des priorités. Aujourd'hui, là, on est dans le mood de la carie. Mais c'est quoi la priorité pour les chirurgiens dentistes? C'est la carie, oui, ok, c'est la maladie à la plus forte prévalence au monde. Mais il y a aussi la parodontite. Il y a aussi les cancers. Les cancers de la sphère orofaciale touchent moins de gens, mais ils sont plus graves. Donc, quelles sont nos priorités? Une fois qu'on a, entre nous, à discuter pour la répartition des ressources avec les autres composantes de la santé, avec la santé, la médecine en fait. Nous sommes des médecins de la bouche. Donc comment on va gérer nos ressources limitées pour que les patients soient en général en meilleure santé? On va fixer des priorités. Et les priorités, ça serait bien de les fixer non pas sur des maladies, mais sur des approches et des nouveaux indicateurs, dont l'accès aux soins dentaires et la mesure des besoins de soins.
ce qui nous permet de mesurer la performance de notre système de santé et ensuite de responsabiliser à tous les niveaux. Responsabiliser les chirurgiens dentistes, à partir du moment où on a des priorités, on va pouvoir les responsabiliser, mais pas que. Et surtout pas que. Ils ont beaucoup sur leurs épaules, les chirurgiens dentistes individuels, tout comme les patients. Il ne faut pas uniquement responsabiliser les patients. Il faut aussi que les parties prenantes se responsabilisent avec des incitations telles que le programme MTDAN qui va dans une direction de prise en charge précoce des maladies. Et donc, on pourrait tout aussi bien penser que l'offre de soins primaires dentaires est une de nos priorités. Parce que quand on offre des soins primaires dentaires, j'entends par soins primaires dentaires les soins traditionnels omnipraticiens. La prothèse simple, sans aucune connotation péjorative. Les traitements endodontiques, les soins primaires simples sont la priorité de la chirurgie dentaire avec une bonne coordination avec les soins de spécialité. Un exemple de coordination dont on peut poser la question, c'est la coordination de la prise en charge des patients en situation de handicap. Et à l'université, force est de constater que la spécialité de médecine bucco-dentaire n'a pas eu l'effet escompté sur la prise en charge des personnes en situation de handicap par manque de cohérence entre les niveaux méso- et macrosystémiques. Donc à l'échelle macro, une réelle ambition, une bonne direction, parce que la maladie carieuse est une maladie qui effectivement laisse des traces sur toute la vie, qui va nécessiter des congruences entre les professionnels, les instances de formation de la profession. Quand je dis congruence, c'est comment nous, à l'université par exemple, on va penser l'enseignement, la validation des niveaux minimums pour offrir des soins primaires à la population. Comment les représentants de la profession vont œuvrer avec les universitaires, avec les associations comme l'UFSBD, les sociétés savantes, pour que ces soins primaires soient au cœur des priorités dont j'ai parlé aux échelles macrosystémiques. Et évidemment, congruence avec les instances de la profession, Conseil de l'ordre par exemple, qui vont réguler, peut-on espérer, sur cette offre de soins primaires et sur cette définition pas si simple de qu'est-ce que c'est que l'offre de soins dentaires aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un omnipraticien. Parce que l'évolution naturelle de la pensée cartésienne, ce sera des spécialistes de tout. Et l'écueil de ces spécialistes du canal MV2, peut-être un jour, ce sera l'incoordination des actes à l'échelle des patients. Donc il est important de réguler et de rester à des échelles de soins simples qui permettent des soins dits préventifs. J'en ai quasiment fini. Quelques perspectives à l'échelle micro pour les chirurgiens dentistes en particulier qui sont là aujourd'hui. Au niveau individuel, ces trois stades de compréhension, prise de décision et intervention, nous, chirurgiens dentistes, on les connaît bien à l'échelle du patient. On va parler avec nos patients de préoccupations, quelles sont ses attentes, ses motifs de consultation. On va prendre des décisions avec lui et on va intervenir. Ce qui nous est souvent rapporté quand on enseigne aux étudiants en particulier l'approche centrée sur la personne à l'échelle de la relation de soins, donc, c'est on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis les dentistes auront encore moins le temps. Cette recherche qui décrit la structuration d'une consultation, elle a été faite en cabinet dentaire. On a mesuré le temps qu'il faut pour écouter un patient exprimer sa représentation de la santé orale, et c'est entre 2 et 3 minutes. 2 et 3 minutes pour comprendre qu'il ne se brosse pas les dents parce qu'il n'achète pas de dentifrice fluoré, parce qu'il ne veut pas de fluor, parce qu'il est anti-fluor, parce qu'il a vu sur Internet que c'était un poison. Aller pousser l'investigation jusque-là donne un levier d'action majeur par rapport à la simple algorithmisation de « il ne prend pas assez de fluor ». C'est-à-dire que j'aurai un levier sur cette croyance du fluor poison beaucoup plus important que si je lui assène le fait que s'il veut me revoir, il doit respecter ma recommandation de prendre du dentifrice fluoré. À l'échelle communautaire, parce que ce mot il est nord-américain, à l'échelle méso, si on prend un vocabulaire plus francophone, on va essayer aussi, nous, chirurgiens dentistes individuels, de comprendre les besoins, j'en parlais en introduction, de notre
population, de notre bassin de population pour prendre des décisions. Comment j'organise mes urgences? Comment j'organise mes suivis de patients? De sorte que toutes les populations, si je me considère comme omnipraticien, c'est différent si je suis un spécialiste, mais si je suis omnipraticien, comment j'organise ça? Comment j'ouvre mon système aux nouveaux patients qui arrivent dans le territoire? Il y a 15% des Français qui tous les ans déménagent. Leur maladie, c'est de déménager. Et si les cabinets dentaires ferment complètement leur structure aux nouveaux patients, on a 15% des Français qui ne peuvent pas accéder à des consultations d'urgence. Et à l'échelle sociétale, c'est la congruence avec ces différents niveaux. Donc, pour conclure, le concept de génération sans carie est très ambitieux. Il va évidemment dans le sens d'une amélioration de la santé, et donc il est compatible avec une approche systémique, tout en ayant conscience que c'est davantage un slogan moteur qu'une réalité scientifique, et qu'il est malheureusement fort probable que les chirurgiens dentistes auront encore pour longtemps à soigner les lésions carieuses les plus précocement possible, on peut l'espérer, mais il y a encore, en raison des nombreux facteurs de risque, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques, de la lésion carieuse à traiter dans nos cabinets. L'approche biopsychosociale, elle permettra d'englober, de faire des packages de maladies. Si on mange mieux, on a à la fois moins de lésions carieuses, et puis on a moins de diabète, on a moins de beaucoup de choses. Donc conserver les liens avec nos confrères, consoeurs de la médecine est important à absolument tous les niveaux. Au niveau du chirurgien dentiste, au niveau d'un cabinet dentaire et au niveau des décisions de la gouvernance. Aller parler au ministère de la Santé des dents, c'est pas pour fondamentalement défendre la santé bucco-dentaire, c'est voir comment on se partage les ressources pour que les gens soient en meilleure santé. Et donc, on peut imaginer qu'un avenir pragmatique, si je dois retenir une visée, une boussole pour la profession, ce serait vraiment d'essayer de rester vigilant sur l'offre de nos soins dans nos cabinets, dans nos services hospitaliers, qu'est-ce qu'on offre comme soins et comment on s'organise collectivement pour rester avec du soin qui soit du soin primaire, prévention, sur du long terme.